abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, bonjour, on est de retour pour Abonnez-vous matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez correctement. Normalement, le son devrait fonctionner. Désolé, vos messages peuvent être supprimés par le bot du chat, ce n'est pas de mon fait, avec les lettres répétées. On est toujours en direct évidemment des locaux de Mediapart pour l'émission Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est l'émission de la chaîne Twitch de Mediapart. On se retrouve donc maintenant de 10h à midi le vendredi avec des invités et la revue de presse. Et le lundi, vous retrouvez ma collègue Anna pour les coulisses de Mediapart. Et ça, c'est à 18h le lundi soir. On n'a pas de compte premium Twitch. Vous ne pouvez pas vous abonner sur Twitch, mais vous pouvez vous abonner bien évidemment à Mediapart. Abonnez-vous. Comme le dit si bien Edoui Plenel. Respectez le chat, voilà, soyez sympa, soyez polis, sinon je supprimerai les messages sans aucune forme de procès. Et je pense que j'ai tout dit. Voilà, ce matin, on reçoit Aurélie Windels. Salut. Salut. Tu es cofondatrice d'un nouveau média qui s'appelle Diagramme, qu'on va présenter tout à l'heure. Tu es passé par Arrêt sur Image, tu es dans l'édition, c'est ça aussi également. Et alors, je pense que ton micro ne l'entend pas. Ah, ça s'est débranché, évidemment. Voilà, c'est bon, normalement, c'est bon. Ok. Voilà, vous l'entendez normalement. J'ai tendance à pas parler fort, donc dites-moi s'il faut que j'augmente le son. C'était un faux contact, c'était pas toi. Évidemment, le matin, je me dis non, je vais pas tester le micro de l'invité avant de commencer à faire mon intro. C'est bon, et là, le micro. C'est le coup classique. Et du coup, tu as été donc dans l'édition et tu as notamment écrit un ouvrage dont le titre que j'avais noté sur Rome et riverains, une politique municipale de la race, avec Karine Fouteau, qu'on connaît bien ici, oui, puisqu'elle est présidente de Mediapart maintenant. Donc voilà, il y a un lien évidemment toujours. Et donc tu as cofondé il y a 5 mois maintenant, ça a été lancé il y a 5 mois, ouais, avec Michel Feher, qui était invité chez David Dufresne, peut-être que vous avez vu l'émission, un média qui s'appelle Diagramme. Alors je vais vous montrer un petit peu une capture du média, voilà. Bonjour tout le monde, installez-vous évidemment. Média Diagramme, donc le principe, c'est un média avec des entretiens au long cours, avec beaucoup de chercheurs, mais aussi des journalistes, aussi des militants. Et quand je dis au long cours, c'est vraiment au long cours, un entretien de 2 heures. Là, on parlait tout à l'heure avant l'émission. L'entretien là sur le Moyen-Orient, année 0 avec Ziad Majid, c'est 3h30, c'est ça? Okay. L'idée, c'était mais en deux parties, ouais. Ouais, mais l'idée, c'est vraiment d'aller au fond du sujet, de détailler le plus possible. C'est l'idée derrière ce média. Oui, bien sûr. En fait, là, le monde auquel on fait face, c'est un chaos sans nom. Enfin, et puis ça se droitise à une cadence infernale. Et c'est vertigineux, quoi. Donc, en fait, là, c'est pour comprendre l'état du monde, c'est comme si on nous déversait 1000 pièces de puzzle sur une table. D'un côté, on a Macron, Le Maire, Schwartzmann, Fink et compagnie qui nous disent « Cherchez pas à comprendre, c'est beaucoup trop compliqué pour vous, laissez-nous, on gère ». De l'autre côté, il y a l'extrême droite qui nous dit non, mais cherchez pas à comprendre, tout ça, c'est de la faute des Noirs, des Arabes, des féministes et des trans. Derrière, il y a la gauche qui se bastonne pour savoir s'il faut commencer par les bords ou par le centre. Et au fond, il y a un espèce de brouhaha médiatique au milieu duquel on a des Pascal Pro, des Andrew Tate, Candace Owens qui parlent plus fort que les autres. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est voilà, construire ce puzzle pièce par pièce pour essayer de donner un panorama et puis qu'on comprenne ce à quoi on doit faire face, quoi. C'est l'idée de le faire. Alors le son d'invité est un peu bas. Je pense que le son il est au maximum. Si je peux. Ouais, il faut que je me rapproche peut-être. Je vais diriger plus vers toi comme ça. Okay. Normalement, ça devrait être un peu mieux pour les gens. Mais le son est normalement à peu près bien. Et pour faire cette explication, cette espèce de détails, d'explications, donner plus de sens au brouhaha ambiant. Vous avez choisi le modèle de l'entretien. Donc je montre un petit peu aux gens comment c'est fait. Hein. Vous voyez sur la capture. Vous avez là l'entretien qui est sur YouTube. Alors là, vous avez une petite introduction. L'entretien est chapitré. Vous avez des différentes parties de l'entretien avec l'invité, avec les différents thèmes qui sont abordés. Donc celui-là, on va pas forcément le détailler. C'est pas le sujet du jour, mais c'est pour vous montrer. Avec là, par exemple, Israël sur 3 fronts, les premiers pas d'Ahmed Al-Shara, en parlant de la Syrie, la question kurde, etc. Et sur chacun de ces chapitres, par exemple, si on prend la question kurde, vous avez mis en place en fait autour de ces entretiens qui sont chapitrés, qui sont découpés en parties, des fiches explicatives
sur certains des thèmes qui sont abordés dans l'entretien. Oui, c'est ce qu'on appelle le dossier qui accompagne l'entretien. Ouais. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que si on va sur le site, quelqu'un s'intéresse à l'entretien, il peut choisir un chapitre qui l'intéresse et il peut approfondir ce qui est dit aussi sur le diagramme. Voilà, exactement. Par exemple, pendant les entretiens, les invités parlent souvent de personnes que les gens peuvent connaître ou ne pas connaître. Donc nous, systématiquement, on fait un portrait de cette personne-là. Par exemple, l'entretien Queen Slobodian qui parle de Charles Murray. Nous, on fait un portrait de Charles Murray. Dans les entretiens plus compliqués, plus compliqués, je vais pas dire ça, mais plus pointus, par exemple, Daniela Gabor qui est sur un sujet économique assez pointu. Ma collègue Alexandra fait des super définitions de tous les thèmes, tous les termes compliqués, des risking monétaires, bond vigilance, etc. Donc ça, c'est pareil, on les met dans le dossier. Pour chaque dossier, on fait une timeline. Moi, j'ai une passion pour les timelines. Donc on fait une timeline pour chaque dossier. Là, par exemple, pour Joe Lowndes, c'était les tueries de masse racistes aux États-Unis qui ont explosé ces dernières années. Et puis, on peut mettre aussi des cartes, des photos, pour l'entretien avec Ziad Majed, on a mis des photos que lui-même a prises récemment dans le sud Liban et en Syrie. Enfin, voilà, c'est d'habiller un peu l'entretien, voilà. d'agrémenter, c'est ça, pour que les gens puissent un petit peu se chercher des choses qu'ils comprendraient pas évidemment au premier abord, parce que effectivement, tu l'as dit, c'est des sujets qui sont quand même assez pointus, c'est des chercheurs, c'est des personnes qui ont travaillé parfois toute leur vie sur ces thèmes-là, donc c'est très important de pouvoir vulgariser ça. Et pour produire ça, vous avez une équipe équipe éditoriale de chercheuses et de chercheurs, c'est ça? Donc il y a toi et Michel Fer qui sont les cofondateurs de Diagramme, mais avec vous, il y a d'autres personnes. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer comment fonctionne le média au niveau de l'équipe? Alors en fait, oui, c'est Michel et moi qui l'année dernière avons eu l'idée de Diagramme, enfin surtout Michel. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, et puis on est parti dans plusieurs directions au départ. Et toujours autour d'un site internet, mais est-ce qu'on fait un podcast? Est-ce qu'on, dans ce site internet, on fait une espèce de matinale? Enfin, on est parti dans plein de directions. Finalement, Diagramme est né. Et oui, il fallait qu'on s'entoure de personnes spécialisées, parce que tu vois, sur le site, on a 5 programmes. 5 programmes. Donc, mutation du capitalisme, réalignement géopolitique, résistance, variété des extrêmes droites et déni climatique. Donc, on a cherché des gens qui pourraient nous aider et qui pourraient participer au site, qui soient spécialisés dans chacune des questions. Je les affiche un petit peu juste le temps que vous puissiez les voir parce que c'est pas dans la capture. Mais voilà, c'est des piliers, sous forme de piliers pour découper un peu ces questions qui sont des questions centrales sur l'état et la marche du monde actuel, et les entretiens sont triés avec ce menu-là. Puis sont croisés surtout, d'où le concept du diagramme. Mais donc du coup, mutation du capitalisme, c'est sur toutes les questions économiques. Ça c'est Alexandra Bucher qui chapeaute, qui est normalienne, diplômée en sociologie économique, qui a travaillé particulièrement sur les questions de délinquance financière aux États-Unis, qui a battu un boulot considérable depuis qu'on a lancé Diagramme, parce qu'on a commencé vraiment par beaucoup de sujets économiques, donc elle a énormément bossé. Sur réalignement géopolitique, c'est Thomas Gmur qui chapeaute. C'est un professeur, jeune prof à l'université de Lausanne, qui est spécialisé sur les questions de relations internationales. Déni climatique, c'est Marius Bicart, qui est, alors je vais pas dire de bêtises, doctorant en théorie politique à Sciences Po et au centre Marc Bloch en Allemagne, et qui lui est spécialisé des questions de malthusianisme environnemental et marxisme écologique. Ok. Et puis moi je gère surtout la variété des extrêmes droites. Puis Michel chapeaute l'ensemble, mais est autoproclamé chef de la résistance. Et du coup, c'est des thèmes qui se croisent, qui se répondent, et vous essayez d'inscrire chaque entretien que vous faites dans ces thèmes-là. Oui, en fait, pour nous, c'est autour de ces 4 programmes-là qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer l'extrême droitisation du monde. Et en fait, chaque entretien, effectivement,
et au croisement de deux thèmes. Par exemple, Queen Slobodian, c'est mutation du capitalisme, variété des extrêmes droites. On a du... je sais pas si, mais il y a par exemple réalignement géopolitique. Réalignement géopolitique, par exemple, on a Eyal Weizman qui est au croisement de... Tu as les couleurs du diagramme. Ah oui, il y a les deux diagrammes. Au croisement de réalignement géopolitique et résistance. Enfin, tu vois, à chaque fois, avec le diagramme, tu vois les... Vous avez le code couleur, effectivement, qui correspond au menu qui est à côté, alors que que vous voyez pas parce que la capture ne prend pas en entier. Mais en gros, donc, vous avez chaque thème correspond à une couleur. Donc, bleu, mutation du capitalisme, vert, déni, jaune, variété des extrêmes, et rouge, résistance. Et on a le donc qui est réalignement géopolitique. qu'on ne voit pas puisqu'il est ouvert en entier. Voilà. Et vous avez aussi une spécificité par rapport à ces entretiens, c'est que vous êtes un média bilingue. Vous êtes français, anglais. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que, pour s'adresser déjà à un public le plus large possible, parce que on voulait faire entendre des voix en France qu'on entend rarement ou voire jamais. Enfin, par exemple, Melinda Cooper, qui est vraiment géniale, qui est en mutation du capitalisme. On avait vraiment envie que le public français l'entende. Et puis, Michel a une maison d'édition, Zone Books, aux États-Unis. Donc, il connaît aussi beaucoup de chercheurs américains. Et puis, nous, notre but, c'est vraiment de faire un panorama non seulement historique, mais aussi international de la question. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est beaucoup centré sur les États-Unis. L'Argentine avec Véronica Gago, le Moyen-Orient cette fois avec Ziad Majed, mais à l'avenir, là, on est en train d'essayer de trouver quelqu'un pour nous parler du Soudan. On voudrait aussi parler de la Chine, de l'Inde. Enfin, voilà, on veut vraiment ouvrir le plus possible avec des personnes qui sont vraiment spécialistes des pays en question, qui peuvent en parler longuement avec donc tous les détails. Alors moi, l'exemple l'Argentine, pareil, vous avez un entretien fait 2 heures avec une spécialiste du pays, avec il y a sa biographie qui est disponible à côté, avec toujours vous faites aussi une petite introduction à chaque vidéo pour expliquer un peu les enjeux et le thème. Oui. Et là vous avez le chapitrage pareil de la même façon, organisation féministe, l'avènement imprévu de Milei, avec encore une fois les fiches qui correspondent avec un petit retour historique, le projet de loi de Milei. Voilà, donc c'est vraiment très très détaillé, très très expliqué. Et je pense que si vous baladez un petit peu sur le site, je trouve que c'est fait un peu pour ça en fait. On peut se promener un peu sur le site, cliquer sur des entretiens qui nous intéressent, pas forcément tout regarder, mais aller voir un chapitre en particulier. Il y a un peu des fiches, c'était pensé aussi comme ça, comme un genre de bibliothèque. Oui, et puis même les éléments de dossier, on pioche ce qui nous intéresse, quoi. Enfin, en plus, tous dans l'équipe, on n'écrit pas forcément la même chose sur les mêmes thèmes. Enfin, Michel, il théorise et conceptualise. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires, écrire des portraits. Enfin, par exemple, sur Joe Lance, dont on va parler tout à l'heure, voilà, Michel, son truc, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est le paléoconservatisme. Donc, il fait un texte sur le paléoconservatisme. Moi, je raconte, par exemple, l'histoire de cette publicité de campagne Willie Horton, hyper raciste dans fin des années 80. Enfin, voilà, on a des petites histoires, des repères historiques, des portraits. Et puis, oui, voilà, on aborde des termes plus larges, des idées, Et ça a été donc créé c'était créé en mai, c'est ça? Ça a été lancé le 27 mai, ouais. Ouais, ça fait un peu plus de 5 mois. Il y a 5 mois et 4 jours. Comment parce que là, tout est en libre accès, hein. Si vous allez voir, je vous ai mis le lien dans le chat, hein. Vous pouvez aller vraiment vous balader sur le site. C'est fait pour ça. Tout est en libre accès. Comment vous financez ce nouveau média? Alors, pour l'instant, on finance, ce ne sont que des fonds, privés. En fait, il y a quelques années, il y a 17 ans maintenant, on avait créé l'association Cette France-là, où on documentait, on cartographiait la politique d'immigration sous Sarkozy. Donc à l'époque, c'était des livres. On a sorti des livres, on a sorti 4, si je dis pas de bêtises. Donc il nous restait un petit trésor de guerre de cette époque, Cette France-là, qu'on a réinvesti dans Diagramme. Et puis c'est Michel qui met de l'argent aussi pour l'instant dans le projet. Après, et puis aussi on exploite beaucoup. Michel et moi, on exploite beaucoup nos familles. C'est le fils de Michel qui fait la musique, la slow.
Sa femme qui fait la voix anglaise parce qu'elle est américaine, sa fille qui m'aide pour les traductions, moi j'exploite mon mari qui est journaliste, qui nous a écrit des trucs, qui me donne des photos, même mon fils de 13 ans m'a fait un arbre Burtonesque pour l'intro Queen Slobodian. Enfin voilà, on essaye d'exploiter tous les talents qui sont autour de nous. Et puis après, je pense que dès janvier, il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement à trouver des moyens de financement, quoi. Oui, toi, un crowdfunding ou un différent modèle économique. Ouais, faire appel à des fondations. Je sais pas, pour l'instant, on n'en a pas encore vraiment parlé parce qu'on est on a le nez dans le guidon depuis la sortie du site, même avant, quoi. Donc ouais, il va falloir qu'on réfléchisse. Mais vraiment, le but, c'est que tout reste accessible gratuitement. D'accord. Donc l'abonnement, c'est vraiment pas dans nos priorités. On aimerait bien essayer de trouver de l'argent autrement, mais. Ouais, donc on dirige plutôt vers un modèle libre accès avec éventuellement des dons possibles ou une fondation. Mais en tout cas, vous allez voir, ça va se préciser au début de l'année prochaine. Mais là, en tout cas, on est seulement 5 mois après le lancement, évidemment. Donc, il y a encore des choses à ajuster, forcément. Mais en tout cas, le site, là, les gens sont très contents. Super site, très beau travail. Vraiment, les gens ont bien apprécié le site. Et alors, t'en as un petit peu parlé, parce qu'évidemment, on a présenté les chercheuses et les chercheurs qui vous accompagnaient. Mais en fait, il y a plus de monde autour du site, notamment pour tout ce qui est du travail de traduction, tout ce qui est du travail de sous-titrage. Je sais pas également s'il y a des personnes qui s'occupent des sous-titres. Mais en fait, moi, je suis la seule à plein temps, vraiment plein temps sur le site. Donc, je fais beaucoup de choses moi-même, dans les montages, les pré-montages, les intros, le sous-titrage, l'écriture, la coordination, voilà. Et dans l'équipe éditoriale, on a maintenant Tom Novak, qui est un jeune chercheur en philosophie politique, qui prépare une thèse sur la théorie critique du fascisme, qui nous a rejoint la semaine dernière. Non, un peu plus, j'exagère. Qui nous aide aussi, qui a écrit 4 super articles pour le dossier Ziad Majed. On a Clara Beccaro, qui est doctorante en anthropologie, qui aide beaucoup, qui nous fait notamment beaucoup de traductions du français à l'anglais, parce qu'on traduit toujours mieux dans sa langue. Enfin, moi, je suis beaucoup plus à l'aise pour traduire de l'anglais au français que l'inverse. Oui. On a Sophie Leiner qui fait toute la recherche iconographique. Là, c'est pareil. Sophie, elle se casse la tête pour nous trouver le plus possible d'images libres de droit pour qu'on économise partout où on peut, quoi. Et puis tout le côté technique, c'est essentiellement la captation des entretiens, et puis le montage, et puis la création du site. C'est Thierry Courroyer et Florence Mention, qui ont l'agence Oflo à Amiens, qui ont fait un travail incroyable. Et puis Thierry nous fait des vidéos magnifiques. Donc voilà. Et puis on a beaucoup de monde dans la catégorie qui sommes-nous, mais bon, il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps, d'autres qui interviennent ponctuellement. Et je trouve intéressant aussi de revenir sur la question de traduction et de titrage et tout ça, parce que quand on a dit tout à l'heure médias bilingues, c'est qu'en fait tous les entretiens sont disponibles. Quand c'est des entretiens en français, c'est toujours sous-titré en anglais. C'est des sous-titres qui sont inclus dans la vidéo, c'est pas les sous-titres de YouTube. Donc non. vous avez vraiment. Oh là là, non. mais c'est pas des sous-titres même écrits sur YouTube, importés par l'outil de YouTube. C'est vraiment des sous-titres. Non, c'est moi qui sous-titre directement sur Adobe Premiere, et puis. Donc voilà, si vous regardez la vidéo, même sur un autre navigateur ou sur un truc où l'interface de YouTube fonctionne pas forcément, vous aurez quand même des sous-titres, que ce soit en anglais pour les vidéos en français et inversement. Et les intros sont aussi donc dans les deux langues, c'est ça, en fonction de la vidéo que vous réalisez. Bonjour. Le thème du jour, c'est Diagramme, qu'on présente nouveaux médias. Je vais vous remettre le lien du site, ça vous pourrez aller voir par vous-même. Mais ce que je te propose, c'est que maintenant on a bien expliqué votre un nouvel abonnement à la chaîne YouTube de Diagramme. Oui, et il faut que je dise, parce que Marie et Déborah, donc qui sont qui sont super, qui sont celles qui s'occupent de la com de Diagramme. Abonnez-vous à la newsletter. Si je ne le dis pas, Marie va m'en vouloir. Donc on peut envoyer le lien, s'il y a un lien pour la newsletter. La newsletter
Elle est sur le lien est disponible sur le site. Parce que Ouais, t'as un onglet en haut. Enfin, après, ça sera plus visible. Là, dans 15 jours, on va... Mais je vais envoyer déjà le lien maintenant si les gens veulent s'inscrire à la newsletter. Comme ça, ils peuvent aller directement sur le lien que je vais envoyer dans le chat. Voilà. Alors, attendez, ça charge. C'est en train de charger. Pendant que ça charge, on va peut-être voir un petit peu de quoi on voulait parler en particulier aujourd'hui, parce qu'on a parlé de comment c'était fait, de comment ça fonctionnait, de comment ça avait été créé, de comment ça a été financé. Mais c'est peut-être bien de voir un petit peu concrètement le travail que vous faites. Et quand je t'avais demandé si c'était un entretien qui te tenait à cœur particulièrement, tu m'as parlé de celui-ci, donc de la post-démocratie en Amérique, avec Joe Lowndes, qui est chercheur, lui, basé aux États-Unis. L'entretien a été fait à New York, d'ailleurs, si je me trompe pas. Qui est un entretien sur la droite, l'origine de cette droite trumpienne qui est arrivée au pouvoir par 2 fois aux États-Unis, pour monter un petit peu dans le temps long aux années fin 80, début 90, pour expliquer un peu l'histoire de cette force politique. Pourquoi tu as tenu à présenter cet entretien ? Parce que déjà, moi, c'est le sujet qui me préoccupe le plus. Variété des extrêmes droites, les masculinistes, enfin... toute cette constellation. Et parce que justement, je trouve que cet entretien avec Joe Lowndes nous montre que, enfin, tout le monde a l'air de tomber de l'armoire quand Trump est arrivé au pouvoir, d'autant plus quand il a été réélu et tout. Et donc, Joe Lowndes nous explique que non, en fait, les fondations, enfin, les racines de cette mérule, elles remontent à la fin des années 80, début des années 90. Et que c'est pas tant une surprise que ça quand tu vraiment tu t'intéresses à la politique américaine, enfin l'histoire des conservateurs américains, et puis les failles énormes des démocrates qui ont suivi, enfin Bill Clinton notamment. Et donc voilà, ça nous explique depuis la fin des années 80, début des années 90, comment cette idée a infiltrer doucement la politique américaine et la société américaine. Enfin, comme dit Joe Lowndes, le candidat qui portait ces idées-là dans ces années-là, c'était Pat Buchanan. Et comme il nous dit, il n'a pas réussi à gagner lui-même, mais il a marqué profondément de son empreinte la droite américaine, et c'est ça qui donne plus tard Donald Trump au pouvoir, quoi. Oui, c'est l'intérêt, tout l'intérêt du format que vous proposez sur Diagramme, c'est de revenir sur le temps long avec des entretiens au long cours et sortir un petit peu de l'immédiateté de l'actualité. On se dit Trump a gagné, Trump a regagné, à chaque fois on est surpris, là on se dit mais attendez, on va prendre les choses posément pendant 2 heures avec un chercheur qui connaît bien son sujet et dire regardez, à telle époque il y a déjà eu ça qui s'est passé, il y a déjà ça qui s'est passé, et on peut voir un peu des signes précurseurs, et c'est ce qui explique l'entretien avec Joe Lowndes. Tu parlais de Patrick Buchanan. Ouais. Là, il y a une fiche justement sur un portrait. Un portrait. Alors, on va pas pouvoir le voir. Je pensais que la capture, ça risque d'être compliqué. Regardez, lire la suite. Voilà. C'est lui, là. Magnifique. Et qui est un candidat qui est... Alors, j'aime bien le début de la fiche, parce que vous dites, selon ses apologistes, Patrick Buchanan n'est ni raciste ni antisémite, il tient simplement des propos racistes et antisémites. Et en fait, c'est un peu un genre de proto-Trump, en fait, Buchanan. Simplement, lui, il n'a pas réussi à se faire une place dans la politique américaine, mais encore, on dit ça, mais c'est un apologiste d'Hitler. Enfin, il a eu des propos extrêmement racistes, fascistes, tout ce qu'on veut. Et pourtant, il a quand même réussi à se présenter à des primaires du Parti républicain et à faire des scores non négligeables, quand même, malgré tout. Oui, et puis il a ce discours glaçant, mais qui est resté célèbre, son discours sur la guerre culturelle pendant je crois que c'était les primaires républicaines, mais je me souviens plus de l'année, je dirais 92, mais je suis pas sûre, qui est, 20 ans avant le grand remplacement, il y a déjà l'idée du grand remplacement dans ce discours-là. Donc oui, il a fait des scores quand même honorables, quoi. Et puis après, quand il s'est plus présenté pour le Parti républicain, mais pour le Parti de la Réforme, et comme nous raconte Joe Lowndes, ils étaient 2 à briguer l'investiture, et à sa gauche, c'était Donald Trump à l'époque, qui le traitait de nazi et de fan du Ku Klux Klan, enfin, un autre monde, mais voilà, quoi.
Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi le discours antisémite qui était là aussi, et il dit quelque chose alors je sais pas si c'est dans l'entretien, je sais plus si c'est dans l'entretien ou dans l'affiche, mais que ce que Buchanan n'avait pas compris, c'est qu'on pouvait être antisémite dans la droite républicaine états-unienne, mais qu'on pouvait pas être anti-Israël. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait pas compris, qui est une des explications à son échec aussi. Donc cette figure de Buchanan, elle est intéressante parce que il incarne pas mal de choses que va incarner Trump en fait par la suite, notamment la figure extrémiste, très radicale à l'extrême droite, mais aussi la figure médiatique, parce qu'il va devenir chroniqueur après sa carrière politique, il va devenir figure médiatique. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est pour c'est MSNBC, je crois qu'il a embauché, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Oui, c'est ça. Il quitte CNN pour MSNBC, où il est des rares éditorialistes à s'opposer à la décision de Bush d'envahir l'Irak. Et on voit donc le côté médiatique, et on voit aussi le côté anti-guerre qu'on retrouve aujourd'hui dans certains membres de l'entourage de Donald Trump, où ils s'opposent systématiquement aux interventions militaires. Et ça, c'est un indicateur d'une autre droite états-unienne, qui est une droite plus protectionniste, plus raciste, plus extrémiste globalement. Et cette droite-là, c'est celle qui va donner Trump aujourd'hui, mais qui à l'époque était minoritaire par rapport au Bush, cette partie de conservateur classique, ouais. Mais même dans son entourage, enfin, un de ses principaux conseillers ou rédacteurs de discours, c'est Sam Francis, qui à l'époque, lui, déjà milite beaucoup pour ce qu'on appelle la théorie de l'exécutif unitaire, enfin, pour concentrer le pouvoir exécutif dans la figure du président. Donc, enfin, ce que là Trump fait à fond les manettes, quoi. Ouais. Et donc déjà à l'époque, dans l'entourage de Pat Buchanan, il y a cette idée-là de concentration de pouvoir absolu entre les mains de... D'ailleurs, la théorie de l'exécutif unitaire, alors si vous avez vu le film The Apprentice, je crois que c'est dans The Apprentice qui parle de la théorie de l'exécutif. The Vice, non? Non, c'est The Vice, ouais. C'est The Vice. Il parle de la théorie de l'exécutif unitaire, qui est un truc assez absurde sur le principe, c'est simplement de dire parce que c'est le président, il peut faire ce qu'il veut, quoi. En gros, ça, je pense que ça se limite à ça. Et effectivement, cette théorie-là a été développée autour de Pete Buchanan, et vous montrez bien, avec Joe Lowndes, il montre bien dans l'entretien la parenté que ça a avec le projet de 2025. C'est la Heritage Foundation, je crois, qui a développé ça. Mais c'est ça, en fait, justement, ce qui nous intéressait avec Diagramme, quand je parlais de ce puzzle, c'est que voilà, on prend la pièce de la théorie de l'exécutif unitaire, on la colle au projet 2025, et puis là, on peut coller Turning Point USA. Le groupe de Charlie Kirk. À Turning Point USA, on peut coller une autre pièce, l'attentat contre Gabriel Guilford en 2011, et tout ça, ça nous donne une image complètement différente de ce qu'on nous sert depuis l'assassinat de Charlie Kirk, quoi. Enfin, voilà, c'est en mettant toutes ces pièces ensemble qu'on voit l'image, enfin, qu'on comprend ce qui se passe, quoi. Et qu'on comprend cette histoire de la droite états-unienne aussi, sur le côté les deux droites. Et à mon sens, quelque chose d'assez important, c'est-à-dire cette droite qui va être réactionnaire, protectionniste, qui est incarnée par Buchanan et qui va être incarnée ensuite par Trump, et cette autre droite qui était très années 80 et années 90, qui est une droite très libérale, très pour la mondialisation, pour l'ouverture des frontières. Et ça va être la cible de cette droite de Pat Buchanan et de Trump. C'est la droite va dire, l'extrême droite va dire les mondialistes. Cette droite-là, elle va être considérée comme un genre de trahison aux valeurs conservatrices, et ça, c'est quelque chose d'assez central pour comprendre l'extrême droite aux États-Unis, mais pas seulement. Oui, mais ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que on voit aussi dans cette histoire les variétés des extrêmes droites. En France, on a la droite, on a l'extrême droite, et on a cette forme d'union des droites qui se prépare, enfin qui est déjà bien préparée. Aux États-Unis, c'est complètement différent. C'est que l'extrême droite a réussi à phagocyter le Parti républicain. Enfin, c'est deux manières complètement différentes de prendre le pouvoir, quoi. Mais oui, ils ont gagné progressivement, ils ont retourné complètement le Parti républicain en une trentaine d'années, quoi. Oui, c'était une prise de pouvoir interne qui s'est faite de cette façon. Et ce que dit Joe Lowndes dans l'entretien, c'est que aussi une force politique se construit sur ses échecs. Et en fait, il y a eu plusieurs tentatives de cette prise de pouvoir et de retour de cette droite. On n'appelle pas paléoconservatrice, ça va peut-être expliquer pourquoi on l'appelle comme ça, mais cette droite-là, en tout cas, a essayé plusieurs fois depuis la fin des années 80 et début des années 90 de prendre le pouvoir dans le Parti républicain, avant de finalement réussir avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Oui, et puis ils ont eu des hauts et des bas, puisque au moment de George Bush fils,
lui, il est, ce que nous raconte Joe Lanz, il était plutôt dans une optique multiculturaliste et tout ça. Et puis après 2001, après les guerres au Moyen-Orient et tout ça, il a chuté. Donc là, ils ont eu une nouvelle ouverture, mais c'est hyper intéressant de voir comment progressivement, ils encaissent les échecs, mais ils rebondissent toujours, et puis ils se réinventent et jusqu'à donner Trump au pouvoir, quoi. Et t'as un peu abordé l'attentat contre cet élu démocrate. Gabrielle Giffords. Elle est là. Et ça nous permet d'évoquer un autre moment de cette extrême droite aux États-Unis. C'est un groupe dont on parlait beaucoup à l'époque, c'est le Tea Party, qui est aussi central. Et alors je sais pas si je ne savais pas aussi, j'avais totalement oublié cet épisode, mais en fait il y a eu un attentat en raison de communication politique du Tea Party qui avait littéralement des cibles sur des élus démocrates qui avaient voté l'Obamacare. Ouais, mais ça, en fait, moi, je trouve ça hyper important, justement, de le rappeler aujourd'hui. C'est que là, depuis la mort de Charlie Kirk, on a un discours politique et médiatique qui n'est que sur la violence politique de l'extrême gauche. Voilà, Trump qui déclare que le mouvement antifasciste aux États-Unis maintenant est un mouvement terroriste, le mouvement antifasciste aux États-Unis qui n'existe pas. Enfin, quand même. Alors que l'appel à la violence politique, le Tea Party, c'était les champions, quoi. Enfin, déjà, même avant, déjà dès début des années 90, la droite appelait à la violence politique. Mais le Tea Party, c'était vraiment les champions. Et cette carte de Sarah Palin, de l'équipe de campagne, de la campagne de Sarah Palin, elle est hyper violente. C'est une carte des États-Unis où, donc, on voit des réticules d'armes à feu, sur tous les endroits où les élus démocrates ont voté pour l'Obamacare. Donc ils étaient dans un viseur d'armes à feu, quoi. Et donc il y a un mec, Jared Lautner, je crois qu'il s'appelait, qui était un schizophrène paranoïde et tout, qui a pris cette carte au premier degré et qui allait tirer sur Gabrielle Giffords. Il lui a tiré dans la tête à bout portant. Elle est restée lourdement handicapée, mais il a tué 3 personnes et il en a blessé 13, je crois. Mais il a tué donc il y avait un juge, une petite fille de 9 ans, dans les morts à l'époque. Et donc cette histoire-là, elle est importante parce qu'en plus des attentats contre des élus démocrates, il y en a eu plein. Et là, on nous parle que de la violence de l'extrême gauche, de Charlie Kirk. Oui, il semble même que le profil du tireur soit particulièrement confirmé comme étant d'extrême gauche, d'ailleurs. Oui, en plus. Mais il y a une question par rapport à ça, parce qu'on a évoqué rapidement, salut Usul, les questions des paléoconservateurs. C'est des libertariens qui ont adapté leur discours sur les mœurs pour sceller avec des réactionnaires. Alors je crois que non, les paléoconservateurs, c'était plutôt une réponse au terme de néoconservateurs, justement, une réponse un peu ironique, pour dire non, on est des conservateurs à l'ancienne. C'est un peu cette extrême droite-là. Les paléoconservateurs, c'est avant les libertariens. Tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec... Oui. Ok. Et ça, c'est la famille politique de Buchanan, en fait, qui est contre la mondialisation, contre les interventions extérieures. C'est ce genre de différence-là qui marque avec la droite traditionnelle. Sur le Tea Party, on a aussi ce moment-là où, avant l'émission, tu me parlais d'un moment politique où il y avait, en fait, il y avait Occupy et il y avait... pour moi, c'est ma propre théorie. Moi, je pense que il y a eu ce moment où ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire 2011, après la grande récession de 2008. En 2011, il y a Occupy Wall Street, et puis de l'autre côté, il y a le Tea Party. Et donc pour moi, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Soit le monde basculait du côté Occupy Wall Street, soit il basculait du côté Tea Party. Et il a basculé du côté Tea Party. Mais c'est aussi le fait que la droite arrive toujours à récupérer les mouvements sociaux, à les accueillir dans leur parti et tout, ce que ne fait jamais la gauche, ce que ne font pas les démocrates. À l'époque, Obama, quand même, il donne une interview à ABC News où il met sur un plan d'égalité le Tea Party et Occupy Wall Street. Oui, okay. Le Tea Party qui est quand même la base, c'est quand même un racisme biologique profond, quoi, dont il était victime lui-même en plus. Toute cette histoire de certificat de naissance, etc. Mais voilà, et puis à l'époque, il y avait un sondage qui disait que
les gens faisaient plus confiance au Tea Party qu'à Occupy, que les 51% des électeurs américains qui considéraient Occupy comme une nuisance. Enfin voilà, et puis c'est parti sur cette voie. Et puis effectivement, après le Parti républicain, Trump et tout a récupéré Sarah Palin. Oui, Sarah Palin qui a été une grosse figure des années 2010 aux États-Unis. Sarah Palin, Steve Bannon, Steve Bannon, et malgré tout ça, c'est quand même Obama qui gagne en 2012. À ce moment-là, c'est un peu une claque pour la droite aux États-Unis, mais pour en fait pas pour les paléoconservateurs, en fait pour l'autre partie de la droite. Oui, les conservateurs classiques à l'époque, c'était Mitt Romney, contre Obama, et puis là il y a je me souviens plus comment s'appelle ce rapport, mais ils font une grande autopsie comme ils appellent, de pourquoi on a perdu. On avait toutes les clés pour la victoire, pourquoi on a perdu. Et donc ils se remettent en question en disant on n'est pas assez diversifié, il faut qu'on. Ouais, c'est plutôt une politique de recentrage en fait à ce moment-là qui était prévue avec ce rapport après Mitt Romney, c'était faut ouvrir le parti, faut être plus libéraux au sens américain du terme sur tous les plans. Qu'on fasse un parti républicain arc-en-ciel comme il disait, mais au final 4 ans après on se retrouve avec Trump. Donc c'est l'exact inverse qui s'est passé. Pourquoi à ton avis ça n'a pas fonctionné cette idée d'ouverture du parti républicain? Je sais pas. Ça, vraiment, faut écouter l'entretien. C'est quel c'est chapitre 3, je crois. Je pense que c'est le chapitre 3. Ouais. C'est The Growth and Opportunity Project, c'est ça le nom du... En fait, c'est ce que je me souviens, j'ai écouté cette partie-là, il présente ça comme... en fait, c'était perçu comme quelque chose d'élitiste, comme une élite néolibérale... Ça, c'est Obama qui incarnait ça. Parce que le grand truc de Joe Lowndes, et aussi après le livre de Michel, c'est le producérisme. C'est les représentations du monde divisées entre les parasites d'en haut, les parasites d'en bas, et puis les petits producteurs au milieu, quoi. Après, ça peut recouvrir un large spectre, le terme petit producteur, mais voilà, Obama, il représentait non seulement l'élite culturelle haïe, donc les parasites d'en haut, quoi, et puis un noir américain, fils d'un immigré musulman, donc le parasitisme d'en bas, selon les gens qui sont sensibles à cette vision du monde. Et du coup, c'était le diable incarné, Obama, vraiment, pour le Tea Party, pour les électeurs des républicains à l'époque. C'était le diable incarné. C'était assez central en fait dans la construction de cette extrême droite particulière. C'était cette opposition à la figure de Barack Obama en fait qui a énormément joué aussi dans la construction d'une haine commune pour cet électorat qui est l'électorat de Trump aujourd'hui. C'est ce que dit aussi dans l'entretien. J'ai une question de Barbara qui est pas inintéressante, qui dit les néo-bidules, salut d'ailleurs Barbara, les néo-bidules, les paléotrucs, est-ce que ça fait pas 50 nuances d'ennemis qui nous veulent du mal? Enfin, je veux dire, d'abord on finit tous nos bourgeois et tous nos fachos et après on verra les détails. Mais en fait, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, ce qu'on fait, c'est donner plein de clés différentes. Voilà. Donc, si un étudiant a envie de savoir précisément ce que c'est le paléoconservatisme, bim, il a l'encadré de Michel sur le paléoconservatisme. S'il a envie d'avoir d'autres éléments, des éléments plus concrets, des histoires, des portraits, il a aussi. Quand on regarde un entretien de 2 heures, forcément, tout nous intéresse pas au même niveau. Donc, c'est pour ça qu'on a le choix, c'est pour ça que c'est découpé en chapitres, c'est pour ça que on a des timelines, on a différents formats, quoi. Oui, puis ça permet aussi de comprendre les oppositions qui peuvent exister au sein même de ces différentes droites où les gens se tapent dessus aussi, se battent entre eux, voire se tuent entre eux sur certains points. Et ça me fait venir à la question suivante qui est abordée dans l'entretien, c'est celle des événements politiques qui ont radicalisé aussi cet électorat. Dans l'entretien, on parle de Charlottesville avec les manifestations, on parle du mouvement Black Lives Matter, on parle de la gestion du Covid par Trump. Tout ça, c'est des événements qui, de façon différente, ont participé à la radicalisation de cet électorat d'extrême droite aux États-Unis. Et là, on est un peu plus récent. Hein. Là, on a fait Buchanan dans les années 90, le Tea Party dans les années 2000-2010. Et là, on est plus proche de nous avec le premier mandat de Trump. Mais
Pourquoi, selon toi, ces événements-là ont participé à la radicalisation de cette droite aux États-Unis? Ben, en fait, enfin, elle a participé à la radicalisation, mais elle a participé aussi fortement, enfin, tous ces événements ont participé aussi fortement à la réélection de Trump. Enfin, c'est ce que Joe Lance dit dans l'entretien. C'est que le premier mandat de Trump, on peut se dire, avec tous les échecs qu'il a cumulés, enfin, la gestion du Covid catastrophique, effectivement, Black Lives Matter et tout, comment il a pu être réélu. Et donc, le grand truc, c'est de dire, je n'ai pas pu gérer tout ça parce que je n'avais pas les coups des franches, parce que je suis dans un carcan bureaucratique étatique qui me laisse pas faire ce que je veux et tout. Et donc, en fait, c'est de là qu'est parti après le projet 2025 et à partir de 2022-2023, où leur projet, c'était vraiment de préparer un appareil exécutif prêt à l'emploi au service exclusivement de Trump, peuplé de fidèles, de loyalistes que des gens de la Heritage Foundation allaient chercher justement dans les rallyes de Turning Point, dans la Federalist Society. Ils avaient leur kit tout prêt, quoi, pour arriver au pouvoir. Et donc, c'est ce qu'ils ont mis en œuvre tout de suite. On voit bien que les milliers de fonctionnaires qui ont été virés dès le premier mois du second mandat de Trump et tout, ils avaient déjà toute leur main-d'œuvre de loyalistes prête à les remplacer. Et le plan qui était prêt aussi, simplement de dire, bah voilà, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et l'idée, c'était de dire, en fait, quand ça marche pas, c'est parce que la bureaucratie ne laisse pas faire. Et quand ça fonctionne, c'est parce que, regardez, on arrive à faire ce qu'on veut. Et il y a aussi la notion de... Oui, puis après, faut pas qu'on s'étonne que Trump se prenne pour Louis XIV, quoi. Enfin, c'est un système qui est comme ça de pouvoir absolu exécutif entre les mains du président. Et puis il y a cette notion peut-être de backlash aussi sur les différentes mobilisations où en fait ça a cristallisé une certaine haine. On parle de la mort de l'assassinat du meurtre de George Floyd qui a provoqué des énormes mobilisations. Et ça, ce qu'expliquait dans l'entretien aussi, c'est que ça a créé un backlash énorme pour l'électorat de droite et d'extrême droite aux États-Unis. On a le cas de la gestion du Covid, mais ça, en fait, ça a plutôt nourri et encouragé toute une galaxie complotistes, anti-vax. On pense au ministre de la Santé aux États-Unis. Donc, en fait, tous ces événements-là ont été récupérés par l'extrême droite à leur profit. Ils ont réussi à en faire un discours très efficace, en fait, pour leur électorat. Et puis, moi, je voulais revenir aussi avec toi sur la question de la notion qui est pas mal reprise quand on veut expliquer le vote Trump, c'est le côté les classes populaires et classes moyennes blanches qui se sentaient mises de côté et oubliées, qui finalement ont voté pour Donald Trump. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les explications de Joe Lance par rapport à cette question-là, à la question simplement de est-ce que c'est vraiment ces gens qui votent pour Trump, pourquoi ils se sentent délaissés, sur ce point-là? En fait aussi, quand on revient, c'est pareil, il faut revenir dans le passé pour comprendre le présent. Donc il y a ce personnage, cet affreux personnage Charles Murray qui est le co-auteur de The Bell Curve qui sort en 94, qui à l'époque, le New York Times titre, c'est peut-être pas le conservateur le plus connu du pays, mais c'est sans aucun doute le plus dangereux, un truc comme ça. Et donc The Bell Curve, c'est vraiment l'eugénisme pur, le racisme biologique pur. C'est que les Noirs ont un QI inférieur, donc s'ils sont à la place où ils sont, c'est parce que ils ont pas le QI fait pour être au même niveau que les Blancs et tout ça. Donc il y a toute cette période hyper raciste de The Bell Curve qui se vend à 1,3 million d'exemplaires. C'est un énorme succès. Et donc quelques années plus tard, Charles Murray ressort un autre livre dont j'ai oublié le titre, mais qui là du coup prend les blancs pauvres comme cible. Alors, notamment les mères célibataires, parce qu'il fait une fixette sur les mères célibataires, mais donc les blancs pauvres, c'est pareil, c'est parce que les blancs pauvres à faible QI se reproduisent avec d'autres blancs à faible QI, et donc ça nous fait une sous-classe blanche qui nuit aux intérêts
de la nation, de la société, et que de toute façon, quel que soit l'investissement qu'on fasse dans l'éducation publique, on pourra jamais rien faire de ces gens-là. Donc autant supprimer l'éducation publique. Enfin voilà. Et donc ce qu'explique Jolande, c'est que ces personnes-là, les blancs pauvres, d'un coup se sentent racialisés, même s'ils sont blancs, mais c'est parce qu'ils sont considérés au même titre. Avant, c'était le privilège des Noirs d'être considérés comme tels, quoi. Et donc là, ils se disent, voilà, mais moi pourtant j'ai mon capital d'autochtonie, j'ai ma blanchité, enfin ça devrait me servir, mais là ça leur sert plus. Et donc en fait, ils nourrissent un ressentiment fou pour les vrais racisés. Et donc Trump arrive c'est parti avant eux, mais aussi Trump après arrive en justement, je vais vous défendre, je suis là pour vous représenter. Et puis c'est ce que dit, j'ai repris la retranscription de l'entretien qui était sorti dans AOC. Ce que dit Jolande, c'est si votre choix est d'être quelqu'un qui va être humilié et être l'objet de cruauté, ou si vous avez le choix d'être celui qui humilie les autres et qui dispense la cruauté, lequel allez-vous choisir, lequel préférez-vous être? Et c'est le seul choix qu'on laisse aux gens, c'est le discours fasciste classique. En fait, ça repose sur ça. Il vous faut quelqu'un, il faut un rapport de domination avec quelqu'un, et peu importe si après tout le reste n'existe plus, l'éducation, la santé, etc. C'est la grande différence entre la colère et le ressentiment, c'est que le ressentiment a besoin d'un objet pour. Enfin, c'est pas juste une colère saine, c'est un ressentiment. C'est voilà, si je suis dans cette situation, c'est à cause de lui. Enfin, voilà, c'est le principe même du ressentiment, et c'est là-dessus que jouent les extrêmes droites depuis des années, quoi. Et aussi, cette question du ressentiment, elle se transpose, donc c'est la question raciale, mais elle se transpose aussi sur les questions de genre. Parce qu'il y a un chapitre qui est consacré dans l'entretien, alors je ne sais pas si on le verra à l'écran, je pense que non, juste pas. Ouais. Le facteur masculiniste, qui est le 6e chapitre. Le facteur masculiniste, qui est aussi extrêmement structurant dans la façon de présenter cette extrême droite, en fait, qui va être quelque chose de très important, notamment sur la question de l'avortement. Quelque chose d'assez central. Pourquoi c'est aussi important, cette question-là? Ça, sur c'est aussi une grande victoire de Trump d'avoir réussi à verrouiller le pouvoir judiciaire suprême aux États-Unis avec la nomination de 3 juges ultra-conservateurs à la Cour suprême, ce qui a donné ces atteintes contre le droit à l'avortement, etc., contre les femmes en particulier, quoi. Et ça, c'était une grande promesse de campagne de Trump. Enfin, il a été élu en partie parce qu'il était misogyne, quoi. Et ça, c'est évidemment entretenu avec toutes ces milices et ces groupuscules d'extrême droite, les Patriot Prayers, aux Skippers, enfin tous ces groupes, et puis toutes ces femmes maintenant, ça c'est terrifiant, toutes ces femmes maintenant qui rejoignent cette logique sexiste, enfin le mouvement des tradwives. Ouais, mais c'est assez énorme, quoi. Enfin, puis quand je voyais tous les rallyes de Trump avec toutes ces femmes derrière, en disant les femmes avec Trump et tout, moi je trouve ça terrifiant. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que c'est aussi un autre chapitre dans l'entretien, c'est que là on est sur l'intégration des minorités raciales. Il parle de l'avènement d'une extrême droite multiraciale, mais c'est-à-dire que même des personnes minorisées vont entrer dans ce discours. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes noires qui vont rejoindre des mouvements qui sont de suprémacisme, qui sont des mouvements pourtant suprémacistes. On va avoir des femmes qui vont rejoindre des mouvements qui sont pourtant extrêmement masculinistes. On a tout ce phénomène-là aussi qui se joue autour de l'extrême droite aux États-Unis. Ouais, mais dans la timeline que j'ai faite là sur les tueries de masse racistes ces 10 dernières années, 15 dernières années, non, 10 dernières années, on voit qu'il y a des suprémacistes blancs qui sont pas blancs. Enfin, et puis la tête des Patriot Prayers, enfin les deux mecs à la tête de Patriot Prayers sont pas blancs. Mais un groupe armé d'extrême droite. Oui, une vraie milice d'extrême droite, ouais. Mais qui a tapis rouge chez les conservateurs depuis Trump, quoi. Mais alors juste avant. Sur oui, sur les non blancs. Mais en fait, c'est tout ce truc justement du producérisme. Enfin, c'est hyper facile de dire aux gens, non mais
toi t'es le bon noir, toi t'es le bon chômeur, toi t'es. Je parle pas de toi. Enfin voilà, il y avait un sondage qui disait que les Latino-Américains, une grosse majorité, avaient l'impression que Trump ne parlait pas d'eux quand il parlait des immigrés, des Mexicains violeurs et machin et tout ça. Comme il nous raconte aussi l'histoire d'un candidat, un noir américain, candidat, je me souviens plus ses postes de gouverneur ou au Sénat et tout, qui tout son discours, c'est dire si j'ai réussi, c'est grâce au système néolibéral, c'est grâce voilà, à la méritocratie inhérente au système néolibéral. Donc oui, voter républicain. C'est intéressant parce que ce qui a été pas beaucoup dit, je trouve, au moment de la deuxième de la réélection de Trump, c'est que en fait, il y a eu une augmentation. Alors, le vote resterait majoritairement de personnes blanches qui votent Trump, mais il y a eu quand même une augmentation de vote de personnes racisées pour Donald Trump, ce qui est assez surprenant en fait. Les personnes latino, les personnes noires qui ont plus voté pour Donald Trump que lors de son mandat précédent. Ouais. Explique oui, aussi ça c'est faux. cette Mais évolution. justement, Joe Lanz est en train il va sortir un livre sur cette question précisément là, qui va sortir le début d'année prochaine, je crois. Mais oui, sur ce phénomène dingue de comment Trump arrive à gagner les voix des personnes racisées, des femmes, Même si ça reste moins évidemment que pour les gens qui votent pour les démocrates, mais il y a quand même une tendance qui se dégage, ce qui est assez, ce qu'il faut assez aussi prendre en compte, je pense. Et alors il reste quelques minutes, je pense qu'on peut parler peut-être du chapitre sur les démocrates. Bon, je vais pas l'afficher parce que de toute façon vous verrez pas le chat, mais c'est aussi cette question-là qui revient souvent, c'est l'incapacité. Alors j'ai pas envie de dire de la gauche, mais disons d'autres partis politiques à présenter une alternative crédible à ce genre de discours. Et là, quelque chose qu'on peut pas limiter aux États-Unis, mais qui se retrouve quasiment partout. L'extrême droite monte en puissance ou même est arrivé au pouvoir, c'est l'incapacité à avoir un discours convaincant, un contre-discours convaincant. Et c'est le cas aussi des démocrates aux États-Unis. Oui. Et puis déjà le fait qu'ils ont quand même assez souvent un train de retard pour comprendre. Enfin, par exemple pour le néolibéralisme, la première mutation, la financiarisation du capitalisme, c'était déjà dans les années 90 et tout le monde a eu l'air de tomber de l'armoire en 2008. Enfin, ça fait quand même un sacré paquet d'années. Là, c'est pareil. Enfin, moi, vraiment, ça me met en colère. Mais quand j'entends, enfin, que les journalistes et tout, même que la gauche laisse des retaillots et tout, nous parler d'ensauvagement de la société. Enfin, sous-entendu, évidemment, c'est de la faute de l'immigration. Enfin, quand même, dans les années, fin des années 70, début des années 80, on a installé un régime dominant, le néolibéralisme, qui est intrinsèquement violent, intrinsèquement individualiste, qui est d'une brutalité folle. Et là, 40 ans après, on se demande pourquoi le monde est devenu profondément violent, profondément individualiste et brutal. Et à un moment, faut pas s'étonner. Enfin, on se dit, il y a plus de contrat social, il y a plus de société, il y a plus de sens du bien commun et tout ça. Mais le projet, il était clair dès le début. Thatcher, elle le cache pas. Elle le dit dès le départ. La société, ça n'existe pas. Donc voilà, maintenant, enfin, toute la gauche a l'air de s'étonner de ce délitement, mais qui vient pas de nulle part, quoi. Et là, les démocrates, c'est pareil, à courir tout le temps. Enfin, vraiment, Clinton, il s'est vraiment voulu plus royaliste que le roi. Il a récupéré tout le discours de la droite. Il a mis en place cette loi invraisemblable où il a mis en place des énormes établissements carcéraux et tout ça, en se disant non, mais moi je veux pas qu'on m'accuse d'être laxiste. Alors vraiment, je vais montrer les gros bras, quoi. Donc ouais, c'est assez déprimant. Et on voit dans le chat déjà des exemples: Clinton, Blair, Schroeder, on peut penser à Hollande aussi, avec la déchéance de nationalité. Hollande, quand même, en 2012, un de ses premiers déplacements, c'est d'aller en Grèce pour soutenir l'austérité. Enfin, voilà. Il y a une incompréhension de l'idée d'un contre-discours, l'incapacité de proposer quelque chose d'autre qu'une copie. De courir, oui, il faut arrêter de dire si les gens sont tellement attirés par l'extrême droite, peut-être que ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne des éléments de langage de l'extrême droite ou qu'on aille chercher ces gens-là. Enfin, c'est pas le bon chemin à suivre, quoi. Et tant qu'on serait pas sorti de ça,
Ça ira pas bien. Bon, super ambiance, hein, vous dire. L'émission est toujours déprimante, de toute façon. Les gens ils disent c'est déprimant, je dis oui. Et ben top, je pense qu'on a fait le tour pour cet entretien-là. Pour ce qui est de Diagramme, est-ce que on peut présenter peut-être quelques d'autres entretiens plus récents que tu peux conseiller aux gens et éventuellement des projets à moi, venir? je conseille vivement. Donc, dans le dernier entretien, Ziad Majed, il y a un chapitre que je trouve absolument génial. C'est le chapitre 8. 8, moment fondateur du Moyen-Orient contemporain. Et là, Ziad Majed, qui est vraiment formidable, nous fait un panorama de 8 moments fondateurs dans le Moyen-Orient depuis la chute de l'Empire ottoman jusqu'au 7 octobre 2023, qui nous montre comment ces 8 moments ont vraiment marqué de leur empreinte le Moyen-Orient et la région, voire le monde, quoi. Et c'est hyper didactique, c'est vraiment génial. Donc regardez le chapitre 8 et même de si Ziad Majed. vous voulez aller plus au fond sur la géopolitique du Moyen-Orient, cet entretien-là dure 3h30, donc il y a énormément de choses. Oui, non, mais c'est ce que je disais avant que ça commence, c'est que là, 3h30, c'est vraiment très long. Mais en fait, on avait fait un premier entretien avec Ziad Majed le 9 mai. Et donc, ce qui est sur la géopolitique, la situation au Moyen-Orient. Et donc, quelques jours, une ou 2 semaines après l'enregistrement de l'entretien, il y a eu l'attaque israélo-américaine contre l'Iran. Donc, on avait toute une partie de l'entretien qui était obsolète, quoi. Enfin, un petit peu. Et donc, on s'est dit, faut faire une mise à jour. Donc, on a fait une mise à jour de l'entretien fin août. Donc, ça a rajouté 1 heure. Donc, au final, ça fait 3h35. Mais ça, c'est vraiment notre problème principal. C'est les entretiens géopolitiques. Parce que ça va tellement vite que... Et puis, un entretien, un dossier, ça nous demande énormément de boulot. Donc, on peut pas faire une captation et sortir l'entretien dans la semaine qui suit, quoi. C'est pas possible. C'est énormément de boulot de sous-titrage. Tous les textes à écrire, les traductions, le montage, les intros. Enfin, donc oui, on a ce délai incompressible entre le moment où on fait la captation d'entretien et le moment où on le met en ligne. Et donc pour la géopolitique, on est un peu en train de courir après le temps, mais... Et au moins, il y a un retour historique de toute façon. Et puis, encore une fois, on rappelle ce qu'on disait en début d'entretien, c'est que le site est fait pour que vous puissiez explorer sans forcément, si vous ne pouvez pas écouter 3h30 d'entretien, sans forcément que vous ayez tout à écouter, mais vous pouvez vraiment vous plonger dans les parties d'entretien qui vous intéressent plus particulièrement, avec le chapitrage qui est en dessous des vidéos, et vous plongez aussi dans les fiches qui sont à votre disposition pour avoir plus de détails. Là, par exemple, vous pouvez très bien commencer l'entretien Ziad donc par ce chapitre 8 qui est récapitulatif de ces moments fondateurs. Et puis après, si vous dites, en fait, c'est génial ce qu'il raconte, tiens, je vais aller m'intéresser à qu'est-ce qui se passe en Syrie depuis la chute du régime Assad, et allez, hop, vous allez au chapitre... Là, le 3, chapitre 3. Après la chute de la maison Assad, il y a 2 pas sur la Syrie. Ouais. Mais bon, voilà, tout l'intérêt de Diagramme, c'est qu'on peut piocher, quoi. Merci beaucoup merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle que le site Diagramme est lancé depuis 5 mois. Je vais vous remettre le lien dans le chat puisque vous puissiez aller voir. Et puis vous abonner à la newsletter. Et vous abonner à la newsletter également. Tout est sur le site. Je vous laisserai aller regarder le menu. Vous avez en haut ici le menu avec la newsletter. Voilà, il suffit de cliquer là-haut. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Nous, on se retrouve dans 2-3 minutes, le temps de la pause comme d'habitude, pour que je puisse aller me faire un café. Et puis après, on fera la revue de presse. On va lire quelques articles de Mediapart. Encore merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve tout de suite. Ne quittez pas, je reviens.